Et c'était le grand jour pour les 100 000 élèves de l'académie. Ceux de primaire et de maternelle sont à la une ce soir. Vous verrez que ce moment reste le plus attendu de l'année. Impatience, soulagement et attention particulière des parents. Les inscriptions sont en hausse à l'Université des Antilles. Ils sont de plus en plus nombreux à privilégier la voie longue malgré la démission de Corinne Mancé-Caster. L'administrateur provisoire tient bien les rênes de l'université qui séduit de plus en plus. Et le président de région se démultiplie. Hier, il a visité le lycée de Basse-Terre. Aujourd'hui, il a fait sa rentrée au lycée professionnel du Charmois de Saint-Claude. Il met un terme à la distribution d'ordinateurs au profit d'un enseignement plus approfondi de l'anglais. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Les vacances ne sont plus qu'un souvenir. Près de 100 000 élèves ont repris le chemin de l'école dans notre académie. Certains étaient impatients de retrouver leurs camarades, mais pour les tout-petits, qui étaient plus de 48 000 à faire leur rentrée, cette étape est parfois douloureuse, mais cela semble s'être bien passé pour beaucoup. Reportage Isabelle Hameau. Un endroit inconnu, d'autres enfants et des parents qui s'en vont les uns après les autres. L'entrée à l'école maternelle peut être un moment de grand désarroi pour les petits qui découvrent ce nouvel univers. D'autres se sentent un peu plus rassurés par la présence des parents, tolérés aujourd'hui, le temps que chacun prenne ses marques. Je pense que ça ira, donc de toutes les manières, je l'ai préparé, donc on ne peut qu'espérer que ça aille mieux. Voilà. Même si les enseignants sont déjà habitués à ce scénario, chaque année, ils doivent toujours trouver une nouvelle manière de rassurer les élèves. J'essaie d'être la plus bienveillante possible et d'avoir un petit mot pour chaque enfant. Et de rassurer les parents aussi, où la classe reste ouverte, en tout cas au moins aujourd'hui, toute la matinée ils peuvent rester. Et ensuite, après, à partir de lundi, il faudra prendre un rythme, mais la classe reste toujours ouverte et les parents peuvent venir me poser des questions quand ils veulent. Il n'y a pas beaucoup de pleurs. D'habitude, il y a plus de pleurs là pour l'instant. Et puis les parents restent, on sent qu'ils sont intéressés par leurs enfants, donc ce sera une bonne année. Du côté des grandes sections, l'ambiance est plutôt studieuse. Après une courte présentation, les parents ont dû remplir les fiches de renseignement. Étape obligatoire, le premier jour de rentrée. C'est particulier puisque le jour de la rentrée, on a besoin de certains renseignements, ce qui fait qu'on a un nouveau directeur et il veut que les fiches soient remises aujourd'hui même. Ce qui fait que les parents sont en train de s'affairer autour de leurs fiches. Visiblement, ça se passe bien avec les enfants. Oui, ça se passe très bien. Très bien, c'est une routine parce qu'il y a très longtemps que je travaille. Et donc là, comme on a un nouveau directeur, mais ça se passe bien. Comme vous pouvez le constater, les enfants sont installés à des petites activités afin de permettre la relation avec les parents tout de suite. Et par la suite, lorsque les parents seront partis, donc nous allons pouvoir ensemble faire connaissance et tout ce qu'il faut pour passer une bonne année. Une rentrée qui s'est bien déroulée à l'école maternelle Alexis Eugène. Cette année, ce sont plus de 44 000 enfants scolarisés au premier degré qui ont été accueillis dans leur établissement. Et rentrée rime avec la reprise des bonnes habitudes, comme celle d'aller se coucher tôt, par exemple. Patrick Curie et Moïse Dexter ont suivi la rentrée d'Alicia, 16 ans, qui a fait ses premiers pas au lycée du Lamentin. Regardez. Dernier préparatif pour Alicia qui effectue sa première rentrée au lycée Berthène Jubinaire du Lamentin. J'ai pris un petit déjeuner, j'ai refait mon sac et je me suis préparée et là j'attends l'heure pour partir. Une étape un peu stressante. Ça fait bizarre, je stresse un peu. Sa mère ne pourra pas l'accompagner car c'est aussi la rentrée de ses petits frères. Elle lui a donc prodigué quelques conseils pour mieux appréhender ce jour. Il faut qu'elle apprenne de ne pas faire d'amis, parce que les amis, ce n'est pas les bons machins, comment dire. Mais il faut qu'elle apprenne. Parce que si elle veut le métier qu'elle veut faire, il faut qu'elle apprenne. Parce que je ne l'envoie pas pour aller se tourner les doigts, il faut qu'elle apprenne, il faut qu'elle ait le métier dans sa main après. C'est sa cousine qui l'accompagnera. À l'approche du lycée, le stress se fait un peu plus ressentir. J'ai peur. Pourquoi? Je stresse. Après le discours du proviseur qui rappelle les règles de vie en milieu scolaire. Nous sommes avant tout là pour que les enfants réussissent. Donc j'ai rappelé aux parents leur rôle, j'ai rappelé aussi aux élèves qu'ils doivent être sérieux. Ils ont fait un choix de venir au lycée de Berthène Jubinaire du Lamentin.
dans une voie professionnelle qu'ils ont choisie. Donc j'espère qu'ils seront sérieux, qu'ils seront attentifs et que les parents seront aussi là pour nous aider à les encadrer et à les emmener à la réussite. Les classes sont formées, le premier contact avec le professeur principal est effectué. C'est le soulagement pour Alicia. J'avais peur, mais après ça va aller. Je sens que ça va bien se passer. Dès lundi, les cours commenceront pour la jeune fille, ainsi que pour les 900 autres élèves du lycée Berthène-Juminaire. Et cette étape est également éprouvante pour les parents. Ils sont parfois plus angoissés que leur progéniture. En tout cas, chez la famille Murat, la rentrée, c'est une affaire de famille. La journée commence par un bon petit déjeuner pour Maël, impatient de retrouver ses camarades. Ah oui. Tu connais déjà qui est ton nouveau maître d'école? Oui. Dans quelle classe? CM1. La rentrée se passe en famille. Mamie Yvette donne des conseils à son petit-fils. Tu dois apprendre bien à l'école pour passer en CM2. Après le CM2, c'est le 6e. Tu fais plaisir à mamie, à maman et papa. On n'attend que ça. La vie n'est pas facile pour toi. La vie n'est pas facile. Il faut apprendre bien à l'école pour faire plaisir à tes parents. Comme chaque année, la famille Murat s'organise suffisamment tôt. La préparation a commencé depuis juillet. Donc on a fait la liste, puis on a profité, on est sorti. Et puis on a fait beaucoup de révisions aussi. Puisque certes c'était les vacances, mais il faut quand même réviser puisque des fois les notions se perdent. Donc on a dû réviser et puis voilà, prêt pour la rentrée. Allez, Maëlle, prends tout ça, on va y aller. C'est l'heure. C'est une nouvelle année scolaire qui commence pour Maël, riche de connaissances. Et nous vous en parlions dans notre édition d'hier. La très contestée réforme du collège est entrée en vigueur. Elle prévoit le remaniement de l'ensemble des programmes avec l'introduction de plusieurs mesures phares. Nous avons souhaité savoir ce que vous aviez compris de la portée de cette réforme. On écoute le compte-rendu réalisé par Karen Diamin. Dites-moi, est-ce que vous savez ce que c'est que la réforme des collèges ? Aucune idée, je ne sais pas. Je suis inconnue sur ce domaine. Je suis juste simplement venue inscrire mon fils à l'école. Voilà. Est-ce que vous savez ce que c'est que la réforme des collèges? Pas vraiment en fait. On n'a pas vraiment été informés. Donc en fait, non. On est vraiment dans l'inconnu. Donc on verra quand l'année va commencer en fait. Voilà. Donc non. Franchement, si vous me demandez ce que c'est, je vous dirai non. Je ne sais vraiment pas de quoi ça parle. Madame, est-ce que vous savez ce que c'est que la réforme des collèges? Non, je ne sais pas tout à fait. J'ai lu effectivement sur le France-Antilles, mais j'ai lu vaguement. Je trouve qu'il y a un manque d'information, surtout pour la rentrée scolaire. Là, ils auraient pu le faire avant la rentrée. Vous avez vous-même des enfants qui vont au collège? Oui, j'ai mon fils qui rentre en 4e. Qu'est-ce que c'est que la réforme des collèges? Oula, ça fait longtemps. Je ne me rappelle plus du tout. Enfin bref, tout ce que je sais, c'est sa première année. Donc on verra comment ça se passera avec le temps. Non, je ne connais pas. Non, je ne connais pas qu'est-ce que c'est que la réforme des collèges. Vous allez m'expliquer quoi? La réforme des collèges, c'est-à-dire c'est une modification qui a été faite pour permettre aux enfants d'être mieux structurés, premièrement, et deuxièmement, leur permettre d'avoir actuellement des, comment dirais-je, une protection au niveau de... Alors je cherche mes mots, pour... oh là là, une protection au niveau des attentats, voilà. Madame, est-ce que vous savez ce que c'est que la réforme des collèges? Dans la mesure où je n'ai plus d'enfants à l'école, je ne me suis pas vraiment intéressée, mais il semblerait que c'est une histoire où ils devront apprendre des langues dès la 6e, en paquet bien comme ça, quoi. Pourquoi penser de ça? Il faut tirer ça qui est utile dans le programme là pour mettre ça qui n'est pas utile. Et du côté des organisations syndicales, elles sont formelles. L'administration aurait beaucoup de mal à boucler cette rentrée et notamment à mettre en place la fameuse réforme du collège. Qu'en est-il vraiment? L'analyse d'Isabelle Hameau. La rentrée des élèves s'est effectuée aujourd'hui pour plus de 100 000 élèves de l'académie en théorie. Sur les 45 établissements, 20 étaient dans l'impossibilité d'accueillir les élèves. En cause, une autonomie des établissements que certains syndicats jugent prématurée.
et sans les moyens efficaces, selon Guillaume Marceau hier soir sur notre plateau. Cette autonomie de l'établissement, elle n'a été préparée nulle part, elle n'a été expliquée à personne, et la formation qui aurait dû avoir lieu pour les chefs d'établissement, pour les enseignants, elle n'a pas eu lieu, ou elle a eu lieu de manière catastrophique. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les chefs d'établissement sont complètement démunis, ils ne savent pas comment il faut faire les emplois du temps, et en plus de ça, il faut ajouter les 125 suppressions de postes de l'académie qui ont aggravé la situation, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est face à un bazar innommable, c'est une catastrophe. Les syndicats ont appelé à la grève jeudi prochain pour signifier au gouvernement leur désaccord avec la réforme du collège jugée inefficace. Ce qui est décrié, c'est qu'avant, on avait des enseignements disciplinaires et en plus des projets. C'était en plus. Donc ça permettait aux collègues d'assurer leur programme, de rassurer les familles et ensuite de faire des projets qui intéressaient les élèves, puisque ce qu'on présente comme une nouveauté, ça existe déjà depuis longtemps. On avait les IDD avant, il y avait de nombreux projets qui existaient, donc il n'y a rien qui change fondamentalement. Mais cette réforme, ce qui pose véritablement problème, c'est qu'on leur demande de faire ces projets à la place des enseignements disciplinaires. Et c'est ça qui est un véritable problème. Parce qu'aujourd'hui, on va dire aux collègues, eh bien, tu fais un projet, ah oui d'accord, mais ça veut dire que ton programme, eh bien, au lieu d'avoir 3 heures pour le faire, tu n'as plus que 2h30, et puis il va falloir que tu prennes une demi-heure de ton programme pour faire un projet avec quelqu'un d'autre. Et vous parliez de concertation, cette concertation, elle n'est prévue nulle part, dans aucun temps de travail. Ça veut dire une surcharge de travail pour les collègues, et donc, de cette façon, une dégradation des conditions pour les élèves, puisque tout le temps que les collègues vont devoir travailler pour réaliser ces projets, ils ne le réaliseront pas pour être à l'écoute des élèves sur leur discipline. L'autre grande revendication porte sur la suppression de 35 postes dans le second degré dans le département. Selon le rectorat, cette suppression serait due à l'effectif en baisse des élèves, soit moins 800 élèves, un chiffre contesté par le FSU. D'autres mouvements revendicatifs seraient envisageables au cours du premier trimestre dans l'éducation nationale. Et les étudiants de l'Université des Antilles ont également effectué leur rentrée. Ils sont de plus en plus nombreux à s'être inscrits cette année. Les précisions de Linda Kayardi. C'est avec nous que vous allez visiter le campus pour la première fois pour certains. D'autres l'ont peut-être déjà fait. Alors, sachez que la visite a un plan et un parcours bien spécifique parce qu'on sera suivi par des groupes. Je vais vous demander de faire attention à là où on passe parce qu'on va passer dans des bureaux et parfois dans des couloirs assez étroits. Je vais vous demander... Toute la matinée, cet étudiant en STAPS permettra à bon nombre de nouveaux étudiants de découvrir le campus. On avait déjà visité avec notre lycée, mais là on a plus d'informations par rapport à l'université. On attend de la réussite surtout, qu'on puisse réussir notre année et voilà, avoir un diplôme à la fin de nos études. Le campus de Fouilleul, un espace de travail mais aussi d'épanouissement. Pour cette journée d'accueil, tous les acteurs et partenaires de l'université sont présents. L'objectif, c'est que les étudiants se forment chez nous pour ensuite intégrer le monde socio-professionnel. Donc il faut faire en sorte qu'ils trouvent ce qu'ils recherchent et que, sortis de chez nous, ils trouvent un emploi. Donc on fait en sorte de concevoir des formations qui répondent à la fois à leurs attentes et à la fois aux impératifs du monde socio-économique. Ici, comme dans toutes les universités, tout est fait pour gérer au mieux les études, mais surtout le quotidien des étudiants. On propose des services concrets, quotidiens, principalement le logement. Donc on offre plus de 2000 chambres sur les 3 départements. Et puis on va prochainement étendre encore le parc logement et construire une nouvelle résidence à Fouilleul. Donc nous proposons également la restauration universitaire, avec cette année une grande nouveauté sur le paiement de cette restauration, puisque nous allons introduire le paiement monétique. Et puis nous mettons en place aussi les bourses aux étudiants, toutes les aides financières qui peuvent permettre aux étudiants de suivre leurs études et leur scolarité avec des moyens financiers suffisants. Pour cette nouvelle rentrée universitaire, les étudiants sont plus nombreux dans les amphithéâtres. Par rapport au 1er septembre 2015, on note une augmentation de 20%, un pourcentage qui pourrait évoluer car les inscriptions se poursuivent jusqu'au 30 septembre prochain. Nous avons décidé de décaler jusqu'au 30 de façon à pouvoir accueillir tout ce flux de lycéens, d'étudiants qui viennent aussi d'autres universités. Et moi-même, je vais me rendre dès cet après-midi en métropole pour plaider la cause de notre université auprès d'étudiants qui sont en métropole. Donc c'est vrai qu'on va avoir un afflux d'étudiants
dans les années qui viennent parce que l'université devient de plus en plus un outil de développement économique et ancré dans son territoire. Donc c'est vous dire si effectivement les étudiants trouveront ici vraiment des moyens pour se développer et se rendre utiles par la suite pour leur pays. Lundi, ce sera au tour du campus universitaire de Saint-Claude de faire sa rentrée. Et suite à la démission de Corinne Mancé-Caster de son mandat de présidente de l'Université des Antilles, c'est Jackie Narayanasamy, maître de conférences en mathématiques, qui a été désigné administrateur provisoire de l'université, en tout cas jusqu'à l'élection d'un président. Il dispose ainsi de l'intégralité des pouvoirs attachés à cette fonction. On écoute les premières réactions de celui-ci. Il est interrogé par Linda Kayarsi. La présidente a pris une décision qui est compréhensible dans la mesure où nous avons vécu, tout le monde le sait, une mandature extrêmement difficile qu'il fallait conclure de manière à permettre à l'équipe qui va suivre de trouver une situation la plus saine possible, mais en même temps de ne pas mettre l'équipe qui va suivre en difficulté. Et la principale raison pour laquelle la présidente a décidé d'écouter sa mandature, c'est que le contrat d'établissement, le contrat que nous devons signer avec le ministère, la négociation commence bientôt, d'ici un mois ou deux, et qu'il ne serait pas normal que nous puissions conduire cette négociation en ficelant un dossier sur lequel l'équipe qui va venir devra s'appuyer alors qu'il n'a pas pu mettre en œuvre. L'équipe n'aura pas pu mettre en œuvre son projet et ses idées. Donc c'est la principale raison. C'est pourquoi nous avons souhaité accélérer le calendrier des élections pour permettre à une nouvelle équipe d'être mise en place rapidement et de pouvoir prendre en main le développement de l'université avec un projet et une vision qu'ils vont développer dans le cadre de la négociation contractuelle. Je dispose de toutes les prérogatives d'un président d'université, mais ma mission principale, c'est de veiller donc à la bonne gestion de l'établissement pendant ces quelques mois et surtout de veiller à une organisation vraiment rigoureuse du calendrier électoral et des élections pour permettre la mise en place la plus rapide possible d'une nouvelle équipe qui va prendre la direction de l'UA. Alors, ceci étant, pour pouvoir mettre en place ce dispositif, nous avons invité dès le lundi après-midi un conseil d'administration. Nous allons poser le problème aux membres du conseil d'administration et ensuite les membres du conseil d'administration prendront leurs responsabilités. En termes de gestion, il n'y a aucun souci. Dès hier, la plupart des doyens, directeurs de composantes ont reçu, et si ce n'est pas terminé, ce sera fait aujourd'hui, leur délégation de signature. Donc, la gestion se déroule de la manière la plus claire et la plus simple possible et sans aucune rupture. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Que souhaitez-vous aux étudiants pour cette rentrée universitaire ? Je souhaite qu'ils soient heureux dans cette université, qu'ils puissent s'y trouver bien et qu'ils ne puissent avoir aucune mauvaise image. J'espère que même en période de campagne électorale, chacun aura à cœur de donner une excellente image de cet établissement. Restez avec nous dans un instant. Harry Chalus sur le pont qui veille à la réalisation des travaux des lycées. Et puis coup de projecteur sur une méthode d'autodéfense, le Krav Maga. Après la visite de terrain au lycée Raoul-Georges Nicolo de Basse-Terre, Harry Chalus s'est rendu aujourd'hui au lycée professionnel de Ducharmois à Saint-Claude. Bâti dans les années 70, cet établissement nécessitait des travaux de mise aux normes sismiques. Les détails de Karen Diam. Allure simple et décontractée, Harry Chalus n'aura pas échappé à sa première rentrée en tant que président de région. Quand je vous vois, je suis content, car vous faites un gros travail en matière de violence et de délinquance, car donner de l'amour à un enfant, je pense que c'est ce qui manque à nos enfants. Merci. Sous son air détendu, le président n'en oublie pas l'essentiel. Avec près de 233 000 € de dotation, la région assure depuis 2 ans des conditions de travail optimales aux élèves du lycée professionnel. Si on regarde le gardiennage, toute la vidéosurveillance, protection qu'on veut mettre par la suite, ça avoisine près de 500 000 €. Mais c'est pour tous les lycées et aujourd'hui, comme nous l'avons fait dans d'autres lycées, nous passons rencontrer les proviseurs. Comme je l'avais promis, nous ferons tous les lycées. Ça prendra du temps quand il y en a 24. Je sais que Mme Bonogalas et M. Bardaï ont fait déjà une bonne quinzaine de lycées. Mais ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de voir la satisfaction, je le dis, des proviseurs sur ce que nous avons fait pendant ces 2 mois. Nous avons dû booster les entreprises. Madame Bondo
étaient dans le lycée tous les jours avec M. Bardaï. Ils ont fait un travail remarquable et aujourd'hui, c'est la satisfaction des proviseurs, c'est ce qui m'intéresse. Il y a des lycées où les travaux ne sont pas finis. Nous allons profiter pendant les vacances de la Toussaint et de la Noël pour pouvoir finir. Il y a d'autres lycées que nous irons voir parce qu'il faudrait peut-être des reconstructions, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie et Mme Bondo vraiment est en charge. Une politique qui satisfait le proviseur de l'établissement. Il y a un accompagnement régional très fort sur le lycée de Ducharmois et les lycées en général, mais le lycée de Ducharmois en particulier. Nous avons fait pas mal de choses. Nous avons surtout travaillé l'accueil des élèves et le bien-être des élèves. Et dans ce cadre-là, effectivement, nous avons mis en place, nous sommes en train de terminer l'aménagement de la salle d'études. On n'en avait pas de salle d'études. Nous avons bien entendu investi dans l'aménagement de la restauration pour un meilleur confort de la restauration. Nous avons aussi investi dans l'équipement des salles de classe. Donc les travaux ont tourné autour du bien-être de l'élève dans l'établissement, puisque nous avons une population qui vient de très loin et qui, pour une scolarité réussie, a besoin d'être, bien entendu, bien accueillie. On pouvait encore trouver certains agents en plein travail ce matin pour ajuster les dernières finitions et assurer une rentrée de qualité aux élèves du lycée professionnel de Ducharmois. Et le président de région a décidé de suspendre la distribution d'ordinateurs portables aux élèves. Il a estimé que beaucoup d'abus avaient été commis dans cette politique de mise à disposition d'ordinateurs. À cela, il préfère consacrer des moyens à une autre offre pédagogique, le renforcement de l'apprentissage de l'anglais au lycée. On écoute ses explications. Nous avons parlé de cette histoire de dotation en matière d'ordinateurs que nous avons arrêtée. Nous avons dû maintenir que 1700 ordinateurs qui seront dispatchés en fonction des situations sociales, comportements, mais avec les proviseurs. Ce n'est pas pour faire de l'économie. Ce que nous voulons, c'est que cette somme qui était dépensée pour les ordinateurs, parce que beaucoup de jeunes ont 2, 3, 4 ordinateurs et n'en ont pas besoin, ce n'est pas la peine de donner. Pour donner, je préfère mettre en place des projets pédagogiques sur les langues, vraiment l'anglais, car il n'est pas normal qu'en Guadeloupe, plus de Guadeloupéens ne parlent pas l'anglais. Nous le ferons avec les lycées, peut-être avec des associations aussi, car je veux vraiment instaurer la langue pour nos jeunes, car si on veut réussir à l'extérieur aujourd'hui, il faut au moins parler l'anglais. Dans le reste de l'actualité, bonne nouvelle, le virus Zika poursuit sa décroissance aux Antilles. Mais cette diminution ne signifie pas une éradication de l'épidémie. Il convient de rester vigilant, comme nous le démontrent Alizé Lutran et Michelet François d'ATV Martinique. 2,6 milliards, c'est le nombre de personnes qui pourraient développer le virus du Zika dans le monde. Un chiffre alarmant, mais qu'il faut considérer avec précaution. Là, ce qui a été calculé, c'est finalement, compte tenu du fait que l'épidémie est importante actuellement dans la Caraïbe et en Amérique du Sud, quel serait le risque pour les pays d'Afrique et les pays d'Asie dans lesquels le moustique qui transmet le Zika se trouve, et compte tenu aussi des saisons, de la saison des pluies, de la transmission d'autres maladies qu'on connaît bien comme la dengue. Donc en prenant en compte tous ces paramètres, effectivement, lorsqu'on regarde les populations potentiellement exposées, ça correspond en gros à un tiers de la population du monde, mais ça ne veut pas du tout dire qu'un tiers de la population du monde va avoir le Zika. Pour ce spécialiste des maladies infectieuses, l'objectif de cette projection est surtout d'alerter les régions du monde les plus exposées. C'est l'Inde, la Chine, les Philippines, l'Angola, parce qu'il y a beaucoup de trafic avec le Brésil, que ces pays prennent peut-être plus de précautions que les autres, parce qu'ils sont sans doute plus à risque qu'il y ait une épidémie de Zika importante chez eux, mais c'est tout ce qu'on peut dire. L'un des moyens d'endiguer la pandémie serait la création de vaccins. Actuellement, plusieurs laboratoires de recherche y travaillent. Il y a plusieurs pistes vaccinales et on a été sollicité il y a quelques semaines pour mettre en place avec l'INSERM un essai vaccinal en Martinique et en Guadeloupe. Alors pour l'instant, on en est aux premières discussions, c'est des vaccins qui sont tout récents, mais en tout cas, on souhaite être le plus actif possible et participer à ces essais vaccinaux parce que c'est vraiment ça, l'urgence de santé publique. Un appel à volontaires devrait prochainement être lancé sur l'île pour tester les essais de vaccins contre le Zika.
Les artistes sont aussi des porte-voix qui mettent en exergue les maux de notre société. Exaspéré et inquiet d'assister impuissant à la montée de la violence dans notre archipel, un musicien a décidé de monter au créneau. Il a lancé un appel sur Facebook où il invite les artistes à se bouger pour inverser la tendance. Il est notre invité ce soir. Jean-Michel Lesdel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes pianiste, auteur, compositeur, en tout cas pour ceux qui ne vous connaissent pas, un artiste plutôt discret. Expliquez-nous les raisons qui vous ont poussé justement à faire ce coup de gueule sur Facebook. Le coup de gueule, il vient d'un musicien guadeloupéen engagé déjà, j'ai presque envie de dire, même pas si discret que ça, mais on va dire face à une certaine impuissance et d'assister au quotidien à des violences plus ou moins gratuites, il est temps un peu d'élever la voix et que nous épaulions un petit peu toutes les mesures qui sont déjà mises en œuvre, que ce soit par l'État, le ministère public, enfin. Il est temps que la société civile aussi s'implique dans ce processus-là pour éradiquer cette violence un peu gratuite. Alors, votre message, en tout cas, il a été diffusé, il a été liké par près de 300 personnes, autant de partages. Le message n'est pas passé inaperçu. Est-ce qu'il a eu un écho auprès de la cible visée, puisque ce sont d'abord les artistes? Oui, tout à fait. Et puis, ce n'est pas que les artistes, ce sont aussi on va dire, c'est toutes les personnes du monde de l'art. Retours des artistes. Oui, tout à fait. Je commence à recevoir des messages privés de musiciens, de personnes du monde, parce qu'il n'y a pas que les musiciens, il y a les peintres, il y a même les sportifs. Enfin, le monde de l'art et de la culture. Le monde de l'art et de la culture, tous ceux qui contribuent à faire cette culture en Guadeloupe, de maintenant élever la voix, mais pas simplement pour l'élever, mais pour pouvoir dire ce mal-être, on est en droit maintenant de pouvoir proposer des solutions, des solutions artistiques, des solutions de parole, et pour aussi cette jeunesse, parce que le but n'est pas non plus de fustiger une jeunesse. Avant de revenir justement sur la jeunesse, est-ce que les artistes, selon vous, ont le pouvoir et l'influence pour inverser cette tendance? Par sa vocation première, pour moi, un artiste, c'est un vecteur social même, puisque quand il est chanteur, il va dire un certain nombre de choses à la société. Quand il est musicien, le fait de créer, c'est de porter sa contribution au peuple, de pouvoir permettre aux gens on va dire que on dit la musique adoucit les mœurs, mais le fait simplement déjà de créer, de partager cette création avec le public, avec les gens, on partage quelque chose, on leur apporte, on va dire, notre science, on leur apporte cette voix qui n'est peut-être pas tous la leur, mais on apporte notre contribution quand même à on va dire, cette société quotidienne. Donc, il est pour moi du devoir d'un artiste de prendre part, de proposer, d'aller à la rencontre, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la vapeur. Et justement, vous parlez de ces jeunes que vous refusez de stigmatiser? Bien sûr, parce qu'un jeune qui a 16 ans est déjà en prison ou qui commet déjà un meurtre, la détresse, elle n'a pas commencé à ses 16 ans, elle a commencé bien avant. Il faudrait peut-être là voir comment on peut ouvrir des programmes différemment, aller peut-être plus dans les écoles primaires, en fait, mettre une action différente, tout en ne fustigeant pas celles qui ont déjà été mises en place. Je ne vais pas dire qu'elles ont été inefficaces, mais véritablement... Comment vous expliquez justement qu'on soit arrivé là, que la Guadeloupe en soit arrivée là aujourd'hui? Ben écoutez, après, comme je dis, je n'ai pas cette science infuse. Moi, je parle d'un cri d'alarme. Mon ressenti, il est tout simplement au niveau des programmes, qu'on fasse plus de culture, qu'on aille vers cette jeunesse, que ce soit à l'école, parce que l'école est le premier, on va dire, le premier endroit où l'enfant fait ses armes de la vie. Donc, je pense qu'on a plus de choses à peut-être mettre en place et à proposer. Alors, quelle sera la suite, justement, après ce post, ce coup de gueule, comme ça, sur Facebook? Alors, écoutez, de façon concrète, comment ça va se matérialiser, cet engagement citoyen? Moi, dans un premier temps, c'est susciter, on va dire, de la part de tout un chacun, une réaction. À partir de là, je pense qu'au fur et à mesure, les choses vont se mettre en place,
que très vite que nous essayons, l'idée, ce n'est pas forcément de descendre dans la rue. Vous appeliez à une mobilisation sans précédent. Une mobilisation sans précédent, c'est-à-dire qu'il y a des forums de parole, que les choses s'ouvrent réellement, en invitant aussi les décideurs, les politiques, enfin les gens qui décident et qui peuvent mettre en œuvre on va dire les politiques culturelles, concret, vraiment une dynamique autour de cela. Pourquoi pas la création d'un disque où les recettes seraient reversées pour des actions sociales, notamment pour la jeunesse. Et cette jeunesse, je n'ai pas envie de dire en détresse, mais cette jeunesse... Ça vous gêne? Oui, parce que je pense que c'est un cri d'alarme. C'est un cri d'alarme des deux parties, bien entendu. Personne n'apprécie de voir qu'un jeune est capable de déraper au point d'aller tuer son prochain. Je dis qu'il y a des deux côtés une détresse. Il faut que nous mettions en place des actions, des forums, des projets. Et ce soir, quel message avez-vous envie d'adresser à la population guadeloupéenne? Retroussons tous nos manches. Je pense que, comme je dis souvent, moi, l'État n'a pas fait mon éducation, ce sont mes parents. Ce sont mes parents, donc en cette période de rentrée, je pense qu'il faut qu'on redresse chacun nos manches et que nous allions vraiment vers le problème dans la société, que très vite, nous mettions en place dans les quartiers, au niveau des associations, des différentes actions qui permettent d'écouter aussi cette jeunesse. Jean-Michel Lesdel, vous êtes également, vous êtes pianiste. Quelle est votre actualité musicale en ce moment? Mon actualité, elle est déjà de diriger une école de musique, celle du Lamentin. D'autre part, et sur le plan artistique, des projets qui se mettent en place, notamment bientôt la sortie d'un disque avec des enfants. D'ailleurs, pour ne pas le citer, c'est le chœur Belle-Voix Timoun, d'ailleurs avec lequel je sors un disque qui s'appelle Changer et qui sera bientôt dans les bacs au mois d'octobre. Donc là encore, vous voyez, c'est des actions déjà mises en place. Hein. Moi, il y a longtemps que je travaille avec cette jeunesse. Il faut continuer. Moi, je pense qu'il y a plein de projets à mettre en place avec elle. Jean-Michel Lesdel, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Est-ce que vous connaissez le Krav Maga? Le Krav Maga. Et oui, c'est une méthode d'autodéfense qui a été à l'origine conçue par les militaires israéliens. Aujourd'hui, elle est utilisée par de nombreux services de police, dont le GIGN, et se démocratise. On regarde le reportage de Bénédicte Jourdi. On regarde ensemble. Krav pour combat et Maga pour contact. Le Krav Maga a été créé en 1948 par Emil Lichtenfeld pour l'armée israélienne et ouvert ensuite en 1964 au monde civil. Un système de défense avec comme objectif principal de fournir aux individus la capacité de se défendre rapidement. L'idée principale du Krav Maga, c'est de sauver sa vie. Dans ce cadre-là, on dit souvent il n'y a pas de limite et il n'y a pas de règle. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de limite et il n'y a pas de règle. Ça veut dire qu'on peut frapper dans les parties génitales, on pourrait frapper au visage, on peut frapper dans le dos. La seule règle et la limite qu'il y a, c'est quand même la légitime défense. De haut en bas. Le réflexe humain, c'est de se protéger avec ses mains. Donc le Krav Maga, il prend les réflexes naturels du corps humain et on les transforme pour être plus efficaces. Emil Lichtenfeld, le fondateur du Krav Maga, disait « La première règle, c'est de ne pas être blessé ». C'est-à-dire que si au loin je vois un groupe d'individus qui me paraît un peu suspect, je change de trottoir et je fais attention s'il m'adresse la parole ou s'il s'approche de moi, c'est du Krav Maga à 100%. Donc il y a l'aspect tactique, il y a l'aspect technique, il y a l'aspect mental et il y a l'aspect conditions physiques. Menace dans le dos. Emmanuel le pratique depuis l'âge de 8 ans. Formé en Israël, il est aujourd'hui le représentant du Krav Maga au niveau national, une passion qu'il vient partager avec les licenciés de Guadeloupe. Ce qui m'a plu le plus, c'était l'efficacité, le réalisme, le pragmatisme et le fait que ça fonctionne vraiment en cas d'agression. Ah ouais, c'est bon ? Non, c'est bon. Pour un débutant, la façon dont on construit les cours est intégrée au système qu'on enseigne. Ça veut dire quoi? Tous les enseignants de Krav Maga Global sont formés avec une pédagogie spécifique. La pédagogie qu'on suit permet à l'étudiant de pouvoir reproduire le mouvement. Donc bien évidemment, il ne va pas commencer à pleine vitesse, mais on va lui découper la technique en plusieurs morceaux. Et lorsque la technique complète est bien apprise, on ira un peu plus vite, on ira encore plus vite, et après on rajoutera d'autres difficultés, comme plusieurs agresseurs, ou comme des attaques surprises, ou comme de l'activité physique en plus, des burpees, des pompes, des squats, des sprints, etc., pour voir s'il est capable de reproduire le mouvement en état de stress. C'est enrichissant pour nous. On est toujours content de voir M. Ayash venir tous les ans. Une discipline impressionnante, mais accessible à tous.
Les clubs du Moule et de Jarry regroupent actuellement une centaine de licenciés. Place aux informations pratiques maintenant. Il n'est pas trop tard pour faire des réserves d'eau. Si vous habitez à Sainte-Anne, la distribution de l'eau sera interrompue ce soir dès 22h avec un retour à la normale prévu demain en début de matinée. Et pour agir contre la menace terroriste et lutter contre l'enrôlement djihadiste, un numéro vert a été créé invitant à signaler des faits de radicalisation via le lien suivant qui s'affiche sur votre écran, ainsi que la création d'un numéro vert 0800 205 696. Et pour faire un don de sang, l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain sur la place Tricolore à Sainte-Rose de 8h à 12h30. Et enfin, si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter au 0590 71 2 fois ou nous envoyer vos indiscrétions par email à l'adresse qui s'affiche rédaction@atv.gp. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.